Messieurs, dames, bonjour. Merci à vous d'être présents dans cette journée, symposium, voilà, merci. Pour aborder finalement une question qui est à la fois intéressante, évolutive et pour laquelle le positionnement de la biologie qui s'intègre dans une réflexion clinico-biologique, et comment est-ce qu'on fait pour réfléchir à cette situation-là. Et donc beaucoup d'entre vous peut-être utilisent déjà ces marqueurs, et donc l'idée de ce symposium, c'est de réfléchir finalement à la place de ces marqueurs et peut-être comment est-ce que ces résultats peuvent influencer les décisions médicales. Et on a proposé de réfléchir d'abord par des marqueurs très élevés. Est-ce que ça a finalement un intérêt dans notre réflexion de cliniciens, échographistes, obstétriciens dans la prise en charge des patientes? Alors on va peut-être demander à Chloé Arthuis de prendre la parole pour débuter, et puis après les autres orateurs seront présentés par Olivier sur les préoccupations à venir et à suite. Donc Chloé, à toi la parole, merci. Merci, bonjour à tous. Donc effectivement, je vais vous présenter les ratios angiogéniques élevés. Que doit-on en penser? Alors je remercie tout de suite Damien Masson, notre biologiste avec qui on travaille de près sur les marqueurs biologiques à Nantes, et puis Norbert qui participe activement à cette réflexion aussi qu'on a au CHU de Nantes sur les ratios angiogéniques. Alors déjà, pourquoi s'intéresser aux ratios? Eh bien, la prééclampsie, le retard de croissance intra-utérin, c'est 10 à 15% des grossesses. Donc en termes d'épidémiologie, c'est quand même quelque chose qui n'est pas rare. C'est la deuxième cause de décès maternel, un tiers de la grande prématurité. Ça implique beaucoup de morbimortalité périnatale, donc c'est fréquent et c'est grave. L'évolution, elle est peu prévisible. Sur les prééclampsies, les retards de croissance, il y en a qu'on va pouvoir emmener à terme et d'autres qui vont s'interrompre beaucoup plus précocement. Donc par rapport à cette évolution, on cherche à avoir des facteurs prédictifs, pronostiques qui soient plus fiables. Et toutes les dysfonctions placentaires atypiques ou des pathologies maternelles-like, on sait qu'on n'a pas toujours tout le tableau de la prééclampsie sévère pour lequel c'est facile de réfléchir, ou du retard de croissance intra-utérin sévère pour lequel il y a clairement une modification des dopplers vasculaires et où on va s'orienter très vite vers une insuffisance placentaire assez importante. Et donc là, ça va être aussi facile de raisonner. Donc pour toutes ces raisons, on cherche à voir et à évaluer de nouveaux marqueurs pronostiques prédictifs qui vont pouvoir nous aider au quotidien dans notre cheminement clinique à mieux prendre en charge les patients. 3 mots de physiopathologie pour commencer. Sur la dysfonction placentaire, vous connaissez ça probablement par cœur. Défaut d'invasion trophoblastique avec un défaut de remodelage au premier trimestre de la grossesse, entre 8 et 16 semaines d'aménorrhée. Un défaut de remodelage du vasculaire utérin, un déséquilibre de l'activité des protéases, des anomalies au niveau de la réponse immune, des facteurs génétiques, périconceptionnels, environnementaux, et l'ensemble va participer à une hypoperfusion placentaire, une dysfonction placentaire, avec une maladie endothéliale diffuse qui va être le pendant maternel, et sur le pendant fœtal, on va avoir un retard de croissance intra-utérin qui peut conduire à une asphyxie, une hypoxie, une mort fœtale in utero, des infarctus au niveau placentaire qui vont avoir toutes ces conséquences qui surviennent donc entre le 2e et le 3e trimestre de la grossesse. Ces conséquences, donc, elles vont contribuer à augmenter la morbimortalité maternelle et fœtale. Tout ça, ça vient d'un déséquilibre entre le FLT1 et le PLGF. Ces marqueurs angiogéniques qu'on va chercher à doser, c'est une balance. Et cet équilibre qu'on a dans une grossesse normale va être déséquilibré dans une prééclampsie au profit d'un PLGF qui sera moins important et surtout d'un SFLT1 qui va être beaucoup plus prédominant et donc qui va engendrer les complications et les symptômes. Ce déséquilibre, il survient plusieurs semaines avant parce que donc c'est un marqueur biologique finalement qui va nous indiquer qu'il y a une prééclampsie
biologique avant qu'on ait les symptômes cliniques et les complications qu'on peut voir. Et donc, c'est tout l'intérêt, c'est dans le terme prédictif et pronostic, ça va être de pouvoir les avoir plus tôt au cours de la grossesse. 2016, New England, une étude qui donc va marquer quand même l'évolution sur la prééclampsie et la prééclampsie biologique avec ses signes, où on va pouvoir avoir un marqueur qui va avoir une très très bonne VPN, 99,3%, et quand il est inférieur à 38, va nous permettre d'exclure la pathologie vasculaire placentaire, la pathologie placentaire et l'insuffisance placentaire. Ensuite, le risque, ça va être de développer une prééclampsie dans les 4 semaines qui suivent, si jamais ce ratio est positif, donc une vigilance accrue chez ces patientes. Inférieur à 38, on rassure. 38,85, il y a 20% des patientes qui sont non accouchées à 1 mois, donc finalement, on a le temps, on surveille. Supérieur à 85, attention. 15% dans les 15 jours, est-ce qu'il faut retester, est-ce qu'il faut transférer, est-ce qu'on adresse dans un niveau 3 en fonction du terme de la grossesse, en fonction de ce qui se passe. Supérieur à 655, accouchement dans les 2 jours, donc là on voit qu'on est sur quelque chose qui chauffe un peu plus, avec une naissance qui est peut-être imminente, donc on va se rapprocher du centre maternel pour lequel, en fonction du terme, on va faire éventuellement une corticothérapie, on va organiser la naissance. Finalement, la question qui reste quand même actuellement et qui fait qu'on n'est pas passé à un dosage des ratios à tout le monde et que ça ne fait pas partie pour le moment des recommandations pour la pratique clinique, c'est qu'on aimerait en savoir plus sur est-ce que toutes ces femmes qui ont des ratios élevés ont finalement une prééclampsie clinique avec déjà des signes de complications, déjà un HELLP syndrome, et pour lequel ça va être évident pour le clinicien de pouvoir raisonner, ou est-ce que le fait de connaître ce déséquilibre biologique en amont va nous permettre de nous orienter plus facilement et donc de diminuer la morbimortalité maternelle et fétale, parce que finalement c'est ça la outcome qu'on a quand on est clinicien, c'est que les femmes et les enfants ils aillent mieux in fine, et s'il y a un HELLP syndrome et que la patiente convulse, finalement c'est assez facile pour le clinicien sans l'aide des marqueurs biologiques. Alors sur le terrain, qu'est-ce qu'on voit? Quelques situations cliniques. Quand on prend différentes patientes, une première patiente, une deuxième part, aucun antécédent, qui présente un RCU vasculaire, une prééclampsie, elle est à 28 semaines d'aménorrhée et 5 jours. On fait un dosage du ratio, FLT1 très augmenté, le PLGF à 19, un ratio du coup très élevé à 931, vous voyez largement au-dessus de 650, au-dessus de 500 qui est la thématique d'aujourd'hui, enfin que je vous traite, et donc on est sur un ratio élevé, un délai entre le prélèvement et la naissance, 1 jour. Cette patiente, on a une prééclampsie sévère avec une oligurie maternelle, des anomalies du rythme cardiaque fœtal et un RCU vasculaire en conséquence. Deuxième patiente, une nullipare obèse avec une prééclampsie à retard de croissance, une inversion du rapport cérébro-placentaire, toujours un terme précoce, 29 semaines d'aménorrhée, un ratio très élevé, 405, naissance à 30 semaines, 6 jours de délai. Une deuxième part, un antécédent de prééclampsie. Elle a une suspicion de prééclampsie clinique, elle a 28 semaines. Finalement, on fait un ratio qui est à 44, plutôt dans une zone intermédiaire, pas vraiment négatif, mais la naissance aura lieu quand même prématurément, dans un contexte de prééclampsie sévère avec un HELLP débutant, mais entre le moment où on a dosé le ratio et le moment où l'enfant est né, il s'est écoulé 25 jours. Donc un petit peu plus de temps pour organiser la naissance. Quatrième situation, on a une nullipare, elle a un diabète de type 1 avec une néphropathie. Paul nous en reparlera dans ces populations un peu à risque après. Grossesse à risque donc vasculaire, 29 semaines. Dosage dans le contexte, en fait plus dans le contexte des antécédents, le dosage revient à 2, donc négatif. Et la naissance a lieu à 36 semaines pour ARCF avec une majoration de la créatinine, mais donc un délai prélèvement-accouchement de 50 jours. Donc on voit finalement cette corrélation assez nette qu'on a entre le dosage du ratio et le délai qu'on va avoir entre le prélèvement biologique et l'accouchement. Donc finalement, évaluer la valeur du ratio SFLT1-PLGF dans une population donc à risque vasculaire. Actuellement, on le fait vraiment au CHU de Nantes, on le fait sur des suspicions de prééclampsie ou des prééclampsies avérées ou des patients qui vont avoir un versant vasculaire avec un retard de croissance. Donc dans cette population à risque vasculaire, ce qu'on cherchait à mieux définir, c'était la prédiction du délai d'accouchement
et la morbidité maternelle et fétale. Sur la prédiction du délai entre le dosage du ratio et le délai d'accouchement, on a réalisé une étude monocentrique rétrospective observationnelle dans notre centre sur 13 mois, donc dans cette population à risque vasculaire, soit sur des antécédents maternels ou obstétricaux, ou sur une grossesse considérée comme un risque actuellement. La prédiction du délai sur des grossesses qui étaient inférieures à 37 semaines, eh bien, on se rend compte que globalement, le délai entre le prélèvement du ratio et l'accouchement est très bien corrélé. On a une médiane d'accouchement à 21 jours et on voit que les ratios les plus élevés vont aboutir à une naissance très rapide après le prélèvement biologique. Si on analyse les délais d'accouchement en fonction du taux du ratio, là encore une fois, on voit que plus le ratio est élevé, plus la médiane d'accouchement est rapide, 7 jours versus 47 jours pour les ratios négatifs. Bon, ça c'était l'étude initiale, ce ratio, il permet de prédire. Alors si on s'intéresse après à ces mêmes patientes, cette cohorte de 114, mais qui ont eu des prélèvements avant 32 semaines d'aménorrhée, là encore une fois, on voit la même chose, un délai, une médiane d'accouchement à 70 jours pour les ratios négatifs et puis à 8 jours pour les ratios supérieurs à 85. Donc cette différence est significative. Si on s'intéresse maintenant dans cette population de 200 ratios aux 54 qui présentaient un ratio supérieur à 500 au moment du prélèvement, dans l'indication du prélèvement, vous voyez qu'il y a 7% de suspicion de prééclampsie. Donc il y a des patientes qui ne sont pas du tout suspectées pour être qui sont suspectées pour être prééclampsie, mais pour lesquelles il n'y a pas tous les signes. Ce n'est pas que des patientes qui ont des HELP syndrome à l'arrivée et pour lesquelles on va avoir un ratio qui va être supérieur à 500. Il y a 28% qui vont avoir une prééclampsie avérée. Et là, on pense que ça peut aussi être intéressant parce qu'elles ont la prééclampsie, mais après, l'étape d'après, ça va être de prédire va-t-il y avoir des complications ou non. Et est-ce que je vais avoir le temps d'organiser les choses? Est-ce qu'il y a un risque pour la patiente plus important qu'elle aille en réanimation maternelle derrière? Ou est-ce que je peux me laisser un petit peu plus de temps, le temps de sortir un peu plus de la prématurité, notamment sur les termes très précoces? Dans 15% des cas, on a des RCU qui sont isolés, donc avec un placenta qui dysfonctionne. Et encore une fois, on trouve souvent des ratios supérieurs à 500 dans ces situations. Et dans 50% des cas, on a l'association d'un retard de croissance avec une suspicion de prééclampsie maternelle. Un petit échantillon des ratios qu'on a pu prélever, vous voyez que ce sont que des ratios élevés, supérieurs à 500, le taux du ratio 575 jusqu'à 1267. On a des termes qui sont quand même très précoces, entre 23 semaines et 34 semaines d'aménorrhée. Finalement, ce qu'on voit, c'est que le délai d'accouchement entre le prélèvement et l'accouchement, il est toujours très court, inférieur à 17 jours et la plupart du temps 1, 7, 6, 0, 5. Donc on a une naissance qui est envisagée très rapidement. Toutes ces patientes présentaient un retard de croissance intra-utérin en échographie. Et donc dans la population des ratios supérieurs à 500, parmi les 54 qu'on a pu identifier, il y avait un retard de croissance intra-utérin dans 89% des cas. Donc c'est une situation qui est assez présente. En effet, c'est ce qui a été retrouvé dans cette étude de Francesca Gaiscioli qui a été publiée dans le Lancet en 2018. 4098 femmes qui ont été prélevées pour des termes entre 28 et 36 semaines d'aménorrhée. Parmi celles-ci, il y en avait 1% qui avaient la combinaison d'un retard de croissance et d'un ratio élevé. Et on avait un likelihood ratio positif pour une naissance prématurée parmi ces enfants qui avaient un petit poids, qui avaient un retard de croissance de 41. Pour prédire l'accouchement prématuré et la prééclampsie maternelle, on avait là un likelihood ratio positif à 17,5. Donc finalement, quand on a l'association des signes échographiques et du ratio élevé, eh bien on a un likelihood ratio positif à 17, on a une valeur prédictive positive à 21,6 et une valeur prédictive négative du ratio à 99%. Donc à la fois, ça peut nous permettre de prédire les complications, ça peut aussi nous permettre d'exclure, notamment dans le côté diagnostic du retard de croissance intra-utérin, sur le dépistage. Est-ce qu'on est plus sur une cause vasculaire d'insuffisance placentaire, mais on n'en a pas encore tous les signes, ou est-ce qu'on est plus sur une cause
génétiques et pour lesquels on va être encouragé à faire d'autres tests. Donc ces marqueurs sont encourageants. Un petit mot de la mortalité maternelle. On a regardé parmi ces 54 patients qui avaient un ratio supérieur à 500. Le terme d'accouchement, vous voyez qu'il est précoce, 29 semaines en moyenne, avec un délai ratio accouchement qui est très court, 3 jours, qu'on soit sur les ratios supérieurs à 500 où on est à 3,5 jours, ou sur les ratios à plus de 1000 où on est à 1,5 jours. Une prééclampsie à l'accouchement dans 90% des cas. Un HELP dans 50% des cas, donc elles n'ont pas toutes les complications maternelles au moment où il y a à l'accouchement. Pas de décès maternel du péripartum, de prééclampsie et un ratio de prot-créate qui est modéré. Dans la mortalité fétale, bon, la même chose, le terme de naissance médian à 30, un poids de naissance qui est effectivement avec un retard de croissance intra-utérin dans 90% des cas, des naissances vivantes dans 75% des cas. En effet, dans cette population de patientes, on a des interruptions médicales de grossesse pour sauvetage maternel ou du fait d'un poids très faible pour l'âge gestationnel et une insuffisance placentaire avérée. Un cas de mort fétale in utero, 2, soit 20% des cas dans les ratios de plus de 1000, et des décès néonatals aussi importants du fait de la combinaison retard de croissance et prématurité extrême dans certaines situations. Donc on voit que ces situations, elles concourent vraiment à une augmentation de la mortalité fétale. Et la question, actuellement, on est en train de comparer à un groupe contrôle qui a des ratios normaux négatifs pour voir s'il y a une modification des pratiques. Alors là où on reste vigilant, c'est que les forces de l'étude, c'est d'échantillons pragmatiques de service dans la vraie vie, sur une étude en population à risque vasculaire de retard de croissance intra-utérin. Les limites, c'est que c'est du rétrospectif. Il faudrait mieux peut-être définir les critères de prélèvement. Peut-être que ça peut être fait en population générale pour mieux voir nos pratiques. Manque de puissance, on a quand même 50 patients, donc attention, vigilance. Et puis, il n'y a pas d'aveugle. C'est-à-dire qu'après, on n'a pas de recommandation pour la pratique clinique pour évaluer ces ratios. Il ne faut pas que, du coup, le ratio soit un élément qui rentre dans la ligne décisionnelle. Et on voit que quand on utilise facilement le ratio, et bien, du coup, finalement, c'est quasiment considéré parfois comme un facteur de gravité. Ah oui, mais elle a aussi un ratio à 1000, donc attention, ça rentre dans la ligne de compte. Peut-être que si on n'avait pas le ratio, on les aurait fait naître 3 jours plus tard. Ça, pour le coup, il n'y a pas d'aveugle, donc c'est la limite de ces études. Donc en conclusion, le ratio couplé à l'échographie, notamment avec la connaissance de ce retard de croissance intra-utérin, eh bien, c'est un indicateur prometteur. Je ne ferai pas de commentaires sur les courbes, je vous laisserai utiliser celles que vous souhaitez. Il y a une corrélation significative entre le taux, le ratio et le délai à accouchement. Il y a une très grande fréquence du retard de croissance intra-utérin avec ou sans prééclampsie dans les ratios élevés. Le ratio supérieur à 500, finalement, ce qu'on retient, c'est l'imminence de la naissance dans les 24 heures et dans la semaine, globalement, qui est très importante. Bien sûr, ça ne se substitue pas aux autres techniques de surveillance. Ça peut s'y associer, ça s'y associe dans les équipes qui l'utilisent. Est-ce que c'est un bien ou pas? La discussion reste ouverte. Actuellement, il n'y a pas d'indication d'extraction fétale sur ce marqueur. Il y a probablement l'intérêt d'une étude prospective avec de l'aveugle pour voir si l'utilisation nous aurait permis de réduire cette mortalité maternelle et fétale. Intérêt donc dans le retard de croissance, mais probablement que, en tout cas en pratique clinique, ça nous permet de mieux orienter des patientes, notamment dans les patientes à haut risque vasculaire, en se disant qu'on ne va pas forcément faire des hospitalisations trop longues sur les suspicions de prééclampsie, mais la valeur prédictive négative peut être un très bon élément pour rassurer, faire de l'hospitalisation à domicile, de l'ambulatoire, selon les différentes pratiques de chacun. Je vous remercie beaucoup pour votre attention. Merci beaucoup pour ton topo, hein. C'était très clair. Avant de faire éventuellement des commentaires, je ne sais pas s'il y a des questions dans la salle pour Chloé. Oui, Tiffany. Parle très fort. Non, on ne le fait pas en systématique.
Sur ceux qui sont vraiment avérés, on ne le fait pas nécessairement. Soit on le fait finalement sur ceux pour lesquels on a un doute, ou ceux qui sont très graves. On pourrait, enfin voilà, on a quand même beaucoup de retard de croissance intra-utérin, donc on ne le fait pas en systématique. Après, c'est une très bonne question. Je te passe la parole juste après. C'est une très bonne question parce que sur le retard de croissance, là, il n'y a pas de grosse session sur le retard de croissance cette année, mais il y a 2 ans, il y avait une assez grosse session. On a des vrais soucis de qualité du diagnostic avec à la fois beaucoup de faux positifs, beaucoup de faux négatifs. Donc la question pourrait se poser dans ce cadre-là. Et je te passe la question avant de partir dans des commentaires, sinon il n'y aura plus de temps. Alors, je vais juste modérer un petit peu ce que disait Chloé. Quand elle dit on ne le fait pas en systématique, on le fait en systématique, en fait, on laisse un peu une certaine autonomie aux cliniciens. Donc, on n'a pas actuellement de consigne dans le service, c'est-à-dire pour toutes ces indications-là, il faut le faire. Et des fois, on le fait sur staff. Et des fois, il y en a qui le font en systématique. Donc le pas systématique, c'est vrai. Mais c'est vrai que dès qu'on a un retard de croissance et on se pose des questions, on aime bien l'avoir. Au moment où on avait ces données-là, de temps en temps, on avait les marqueurs, de temps en temps, on ne les avait pas. C'est-à-dire qu'en fait, on n'avait pas les marqueurs dans la journée, on les avait des fois un petit peu plus tardivement, des fois c'était cumulé avec d'autres prélèvements, et on n'a pas, sur ces données-là que rapporte Chloé, on n'avait pas systématiquement les marqueurs en main pour décider quoi que ce soit. D'ailleurs, quand on voit les cas rapportés, c'est plutôt des situations où c'est le tracé qui a fait prendre la décision, c'est le HEP syndrome qui va prendre la décision, c'est l'éclampsie, c'est l'HRP, et donc le marqueur, il ne fait que corréler une situation de gravité. Bon voilà. Aujourd'hui, on est un petit peu différent. Aujourd'hui, on a quand même compris que finalement retester, c'était pas aussi, ça bougeait pas rapidement. Alors qu'avant, on se disait tiens, on va peut-être retester 15 jours après, 8 jours après. En fait, ça bouge pas beaucoup. Et donc voilà, c'est une situation qui est quand même plus claire maintenant que ça ne l'était pour nous un petit peu avant. Et puis, de temps en temps, vous savez, maintenant, on commence à faire des CGH, des JACPA sur des retards de croissance. Les Doppler utérins sont sublimites, avec un petit notch, mais pas beaucoup. Donc, de temps en temps, ça nous aide un petit peu pour modifier les choses. Et puis, comme tout praticien hospitalier, la dynamique de la DMS nous préoccupe. Est-ce qu'on les garde hospitalisés? Est-ce qu'on, pour ceux qui n'ont pas une diastole nulle, pour laquelle les choses sont plus claires, de temps en temps, le ratio nous aide à mieux organiser la surveillance, à mettre en HAD, pas en HAD, en ambulatoire. Et donc finalement, on module un petit peu plus maintenant les choses dans cette perspective-là. Voilà. J'avais peur de parler trop longtemps, mais Norbert m'a décomplexé. Non, en pratique, nous on utilise quasi systématiquement les marqueurs dans les situations de prééclampsie associées au RCU à Nancy aujourd'hui. Pas tant pour la question qui était posée, qui est la question des marqueurs très élevés, mais vraiment pour les utiliser en termes de valeurs prédictives négatives. Et effectivement, on a tous des pressions de DMS. Après, moi j'essaie de rester préoccupé surtout par le vécu des patientes. Et dans des régions, anciennes régions, comme la Lorraine, qui géographiquement sont assez vastes, quand on a des patientes qui sont au-delà de la suspicion de la prééclampsie, on sait qu'on a une prééclampsie, éventuellement un retard de croissance associé. Si on a un ratio qui est faible, ça nous permet dès aujourd'hui d'envisager beaucoup plus facilement une HAD avec un contrôle à distance. Là où il y a quelques années, ces patientes-là, elles étaient, faut dire ce qu'il y a, elles étaient séquestrées dans les types 3 sans bouger. C'est un vrai problème. L'autre sujet qui se pose à nous, mais là j'ai pas de réponse, et ce que je dis là ne doit encourager personne à le faire, mais on se pose clairement la question de est-ce que le ratio peut nous aider sur le timing de la corticothérapie? Parce qu'on est dans les types 3, on est tous emmerdés avec ce timing de corticothérapie. On aimerait bien ne pas répéter les doses. Tu l'as montré, même sur des marqueurs très élevés, on peut être à 17 jours ou au-delà, mais malgré tout, on va quand même pas au-delà beaucoup de 17 jours. Donc peut-être que c'est une piste aussi de réflexion, ces marqueurs. Et le dernier point sur lequel on aimerait bien progresser aussi dans ces situations, c'est que ça fait quelques années, faute de mieux, quelques décennies, faute de mieux, qu'on se contente tous autant qu'on est, d'attendre d'être au bord de la falaise, soit sur le risque de mort fœtale in utero pour le RCU, soit sur le risque de décompensation maternelle, HELP syndrome, tu as eu une crise d'éclampsie, deux crises d'éclampsie.
on aimerait bien peut-être réussir à trouver quelque chose qui nous permette de faire un tout petit peu avant, mais pas trop avant, parce que toute la littérature nous a montré qu'il ne fallait pas faire trop avant. Bah, je prépare ton sujet. Il y a d'autres questions pour... Oui, une petite dernière question. Alors, Oui, je te laisse bah, répondre. du coup, là, ça fait vraiment partie des suspicions de prééclampsie, où effectivement, on va avoir une cytolyse hépatique avec une hypertension artérielle gravidique ou une hypertension artérielle gravidique, mais pour lequel, enfin, on ne sait pas trop. Et oui, là c'est toutes les prééclampsies atypiques, les prééclampsies-like, les maladies maternelles-like un peu qu'on évoquait. Ouais, ouais, tout à fait. Ouais, Donc là, c'est particulièrement intéressant. Du coup, ouais. Ouais. Je suis désolé, on va installer le topo suivant pendant que Paul Guinvy de Toulouse va s'installer pour les néphropathies préexistantes. Sur la valeur prédictive négative, ouais, c'est très intéressant. Voilà, je poursuis la réponse. Ça, c'était un des premiers travaux publiés en clinique, Stéphane Verleuven à la Charité, qui montre très clairement qu'il y a une valeur prédictive négative très très importante. Paul, à toi. Merci Olivier, bonjour à toutes et à tous et merci à Roche pour l'organisation de ce symposium dont la thématique nous plaît beaucoup, notamment au CHU de Toulouse où on a implémenté depuis à peu près 5 ans avec Olivier Parent, on avait mis en place la possibilité d'avoir les biomarqueurs placentaires et donc ce qui fait qu'on en tire une petite expérience maintenant sur le terrain. Et en plus, on est une des maternités où on séquestre encore les patientes. On n'est pas encore passé à l'HAD pour les patientes une fois que la prééclampsie est avérée. Donc nous, je vais en discuter, mais les biomarqueurs peuvent nous être particulièrement utiles pour éliminer le diagnostic de prééclampsie. Donc ça, je vais passer rapidement parce que Chloé l'a fait et qu'on a pris un petit peu de retard sur les généralités sur la prééclampsie et son incidence qui, en France, est quand même particulièrement faible par rapport au reste du monde. C'est une problématique, évidemment, de santé publique, mais l'incidence en France est faible. Son étiologie est incomplètement comprise. Les présentations cliniques et les évolutions peuvent être très variables, notamment sur les critères diagnostiques. Et donc, vous savez que les critères actuels, selon les définitions françaises, c'est HTA gravidique associé à une protéinurie significative. Ils peuvent être tardifs et ils ne permettent pas de prédire assez bien les issues défavorables en lien avec une prééclampsie diagnostiquée. Et comme vous le savez, la plupart des sociétés savantes posent le diagnostic de prééclampsie par l'association d'une HTA gravidique. Donc, il y a toujours l'HTA gravidique dans les critères diagnostiques, c'est le critère majeur indispensable, et associé soit à une protéinurie significative ou une dysfonction d'organes telle qu'une thrombopénie sévère, une cytolyse hépatique comme le disait Chloé, etc. Malgré ça, on a actuellement 3 grandes difficultés sur cette thématique-là. C'est dans un premier lieu d'identifier correctement et précocement les femmes à risque de prééclampsie pour pouvoir leur proposer dès le début de la grossesse un suivi adapté au niveau de risque, un suivi ambulatoire, suivi rapproché, un suivi individualisé. Prédire le risque d'apparition d'une prééclampsie quand il y a un tableau atypique comme vous venez de le demander, une HTA gravidique isolée mais avec d'autres symptômes ou d'autres signes biologiques, des œdèmes très importants, une prise de poids rapide où on sent qu'il va se passer quelque chose et on n'a pas encore les critères stricts forts de prééclampsie. Et surtout, ce qui fait l'objet de ce topo, les cas difficiles. Une patiente qui a déjà une hypertension, voire une hypertension et une protéinurie de base du fait d'une maladie rénale chronique. Ces patientes, comment diagnostiquer une prééclampsie surajoutée? Et enfin, une fois qu'on a le diagnostic de prééclampsie, comment prédire les évolutions défavorables en lien avec la prééclampsie? Et sur ces thématiques-là, il y a des avancées récentes en termes de diagnostic et de prédiction basées sur des concepts fondamentaux qui font l'objet de ce symposium. Un petit rappel évidemment sur les maladies rénales chroniques. Il faut savoir qu'elles sont classées en fonction de la fonction rénale. Et ça, c'est très important parce que la littérature est assez abondante sur cette sous-population des maladies rénales chroniques des femmes enceintes ayant une maladie rénale chronique. Et on va le voir que les issues défavorables sont vraiment liées à la fonction rénale avant la grossesse.
Donc les maladies rénales chroniques englobent les atteintes du rein natif et les patientes qui ont déjà été transplantées, même si la fonction s'est normalisée. Il y a des risques maternels et fétaux, évidemment, et le rein et le placenta, ils entretiennent des relations complexes et bidirectionnelles avec tendance à s'auto-aggraver eux-mêmes. Ce qui fait on peut se demander parfois quelle est la poule et l'œuf entre l'aggravation de la néphropathie en elle-même qui va contribuer à la survenue d'une prééclampsie ou une prééclampsie qui va elle-même aggraver l'insuffisance rénale de ces patientes. Donc voilà les différents stades de maladies rénales chroniques. Et en fait, ce qu'on retrouve dans la littérature, c'est que c'est vraiment à partir du stade 3 et notamment à partir du stade 3B, donc c'est-à-dire un débit de filtration glomérulaire inférieur à 45, qu'on aura de manière très importante des issues défavorables et aussi une tendance à passer au stade suivant de la maladie rénale s'il y a une survenue d'une dysfonction placentaire au cours de la grossesse. La plus grande étude épidémiologique qui nous permettait d'avoir des données sur les issues de grossesse en fonction du stade de la maladie rénale chronique, où on voit que plus on avance dans le stade de la maladie rénale chronique, donc plus la fonction rénale est altérée avant la grossesse, plus il y a de complications placentaires, vasculaires placentaires, et notamment la survenue d'une prééclampsie ou de pathologie hypertensive de la grossesse. Vous voyez qu'à partir du stade 3, on est à 50% d'issues défavorables de ce type-là ou de survenue d'un retard de croissance intra-utérin. Ce que les néphros disent, c'est comme les cardios, c'est que la grossesse, c'est un vrai stress test vasculaire du fait de la placentation et également métabolique du fait de l'insulinorésistance, ce qui fait qu'à chaque grossesse, ça va pouvoir entraîner des lésions au niveau rénal qui vont contribuer également à l'évolution de la maladie rénale chronique de ces femmes-là. Donc ça me permet d'introduire également les effets de la grossesse sur le rein natif. Il y a une augmentation du débit sanguin et du débit de filtration glomérulaire. D'ailleurs, c'est juste une précision, mais que vous connaissez bien, les formules de calcul du débit de filtration glomérulaire ne sont pas validées pendant la grossesse. Donc on se sert du stade de la maladie rénale chronique avant d'être enceinte. Après, on regarde les chiffres de créatininémie et on compare aux chiffres de créatininémie de base. Okay, mais on ne peut pas parler de la clairance selon MDRD et les deux formules les plus connues au cours de la grossesse parce qu'elles ne sont pas validées au cours de la grossesse. Il y a une augmentation naturelle des concentrations circulantes de SFLT1 au cours du 3e trimestre, parce que là on se concentre beaucoup sur l'aide au diagnostic et sur la prééclampsie, mais il y a du SFLT1 chez les femmes qui ne sont pas enceintes. D'ailleurs, c'est bien décrit dans les maladies rénales, parce qu'il y en a besoin en fait du SFLT1, c'est un juste équilibre qui est important. Le SFLT1, c'est le récepteur soluble du VEGF. Et dans les maladies rénales chroniques, un excès de VEGF peut être délétère pour le rein. D'accord ? Donc le SFLT1 vient contrebalancer ça et c'est important pour la fonction rénale de base. Okay ? Et au cours de la grossesse en elle-même, il y a une augmentation de la concentration circulante de SFLT1 et ça c'est normal. Ce qui entraînera un déséquilibre, c'est s'il y a un excès de SFLT1 qui va venir trop compenser le VEGF et le PLGF, qui est le placental growth factor, et là une chute importante du PLGF, c'est ça qui va être le plus associé aux issues défavorables au cours de la grossesse. Donc les néphrologues disent que la grossesse c'est une épreuve de stress pour les cellules endothéliales et podocytaires du glomérule, avec, pour le coup, on observe des lésions d'endothéliose glomérulaire d'environ des 50% des grossesses, y compris des grossesses normales. Okay, donc ça montre bien qu'on ne pourrait plus le faire maintenant, mais si on fait des ponctions biopsie rénale à toutes les femmes qui viennent d'accoucher, et on a des taux aussi élevés de lésions d'endothéliose glomérulaire. Donc il y a un effet de la grossesse sur le rein, y compris au niveau histologique. C'est compensé chez la femme qui n'a pas la maladie rénale, et c'est compensé dans la plupart des maladies rénales chroniques, notamment les stades 1 et 2. Okay, donc oui, il y a cet effet-là sur le rein, mais ça ne se voit pas au niveau de la fonction rénale. Sauf à partir du stade 3, où il y a une tendance à une aggravation, un risque de dégradation de la fonction rénale qui augmente de manière proportionnelle
au degré d'altération initiale de la fonction rénale. D'accord ? Donc c'est vraiment un message important de ce topo, c'est que dans les maladies rénales chroniques, un critère fort, c'est la fonction rénale de base avant la grossesse. Et au cours de la prééclampsie, s'il y a une prééclampsie qui se surajoute à cette grossesse, là, ça va entraîner un stress glomérulaire supplémentaire avec un excès de SFILT1 et un risque d'insuffisance rénale aiguë, voire de majoration de l'insuffisance rénale chronique après. Quels peuvent être les apports des biomarqueurs au cours de cette maladie rénale chronique? La prédiction à court terme, le ratio SFLT1 sur PLGF inférieur à 38 permet d'exclure à court terme la survenue d'une prééclampsie avec une valeur prédictive négative de 99,3% à une semaine. Donc ça, c'est en population à risque. Et ce chiffre-là a été, entre guillemets, validé aussi dans la population des maladies rénales chroniques, mais avec des populations avec des effectifs très faibles dans la plupart des études. Surtout là où il me semble être le plus intéressant, mais on pourra en discuter, c'est sur l'aide au diagnostic. C'est vraiment là où c'est particulièrement aidant. C'est en cas de distinction difficile entre prééclampsie surajoutée ou altération de la maladie rénale chronique qui était déjà présente. Là, on peut poser le diagnostic de prééclampsie normalement si le ratio SFILT1 sur PLGF est supérieur à 85, parce que c'est le seuil qui a été le plus étudié dans la littérature, mais c'est surtout la valeur prédictive négative qui est intéressante et qui a été un peu plus validée. C'est le diagnostic de prééclampsie peut être éliminé si le ratio est inférieur à 38. Okay ? Vu qu'il y a certaines maladies rénales chroniques et des maladies qui peuvent se surajouter, telles que les microangiopathies thrombotiques, le PTT, le CHU, dans ces maladies-là, et notamment dans le PTT, le purpura thrombopathique thromboplénique, il peut y avoir un excès de SFLT1 dans cette pathologie-là liée au PTT, ce qui fait que quand on étudie la sous-population des maladies rénales chroniques, quand il y a une prééclampsie surajoutée, peut-être que pour le diagnostic, le seuil serait plus élevé. Et là, je suis très prudent parce que c'est quelques études que je cite après, là, qui sont avec des populations avec de faibles effectifs pour étudier ça. En tout cas, à mon sens, l'indication des biomarqueurs au cours de la maladie rénale chronique serait l'aggravation ou l'apparition d'une protéinurie ou d'une hypertension chez une patiente qui a une maladie rénale chronique, une découverte fortuite d'une hypertension ou d'une protéinurie avec ou sans altération de la fonction rénale après 20 semaines d'aménorrhée sans information préalable en raison de l'absence de suivi antérieur. Des fois, on n'avait pas de données sur la fonction rénale, elles n'ont pas toutes eu un bilan rénal au cours de leur vie avant. Et on a cette sensation que peut-être ce n'est pas une prééclampsie aussi précoce et ça peut permettre de faire une distinction quand on a une hypertension artérielle et une protéinurie dès 25 semaines d'aménorrhée. Et également, dans le cadre d'une survenue d'une insuffisance rénale aiguë non obstructive après 20 semaines d'aménorrhée. Donc ça peut permettre de faire la part des choses, notamment avec les microangiopathies thrombotiques. Donc, je vais vous présenter deux cas cliniques. Il y en a un qui ressemble beaucoup à la dernière vignette que tu avais mise, Chloé. Cette patiente, 28 ans, qu'on a eu dans le service. Là, les deux, je vais en présenter deux avec leur accord et on les a eus dans la dernière année qui vient de passer. 28 ans, G3.0, c'était deux arrêts naturels de grossesse précoce. Elle a un diabète de type 1 depuis l'âge de 7 ans, en rupture de suivi avant la grossesse, sans consultation préconceptionnelle, avec une hémoglobine glyquée périconceptionnelle à 9,5%, une néphropathie diabétique avec une protéinurie au premier trimestre aux alentours du gramme par 24 heures, une HTA chronique traitée par monothérapie, sans évaluation cardiologique et néphrologique depuis plus de 5 ans. Là, on se dit qu'on reçoit cette patiente à la consultation, c'est qu'on a un peu une bombe vasculaire placentaire entre les mains, on rassemble la plupart des facteurs de risque majeurs, la maladie rénale chronique liée au diabète, le diabète ancien et pas équilibré, la nulliparité, l'HTA chronique. Donc on lance un suivi régulier conjoint entre les obstétriciens et les diabétologues. L'échographie T1, on fait les biomarqueurs du premier trimestre, nous, chez toutes les nullipares et quand on identifie des facteurs de risque élevés de prééclampsie. Le risque de prééclampsie au premier trimestre, dépisté au premier trimestre, le risque de prééclampsie avant 37 semaines d'aménorrhée est au-dessus du seuil de 1 sur 100, ce qui est une indication dans l'algorithme de la FMF, de la Fetal Medicine Foundation, et l'essai ASPRE,
C'était le seuil qui indiquait la possibilité d'un traitement par aspirine préventif. Heureusement que cet algorithme nous la classe à risque élevé de prééclampsie, sinon il faut le mettre à la poubelle. Elle a une hypertension, elle a un diabète préexistant, elle est nullipare. Donc heureusement que l'algorithme nous la classe à risque. Mais si on étudie d'un peu plus près les biomarqueurs, dès le premier trimestre, on a le PLGF qui est aux alentours de la moyenne, donc à 1,1 mom. Il est mis en place de l'aspirine à 100 mg le soir à partir de 13 semaines d'aménorrhée, dès qu'elle a consulté en fait au CHU. Il y a eu une amélioration de l'équilibre diabétique parce qu'elle a été hospitalisée par les diabétologues au premier trimestre pour pouvoir réintégrer dans les soins et dans l'éducation thérapeutique, avec, on voit, une amélioration de l'hémoglobine glyquée progressive. Quand même, dès la fin du premier trimestre, après cette semaine d'hospitalisation, il y a eu des effets parce que l'hémoglobine glyquée est passée à 7%, puis à 6,5% à 22 semaines. Là, sa tension artérielle était bien contrôlée sous monothérapie, elle avait bénéficié d'une MAPA, le contrôle était correct et sa fonction rénale était normale, les chiffres de créate étaient normaux, et une protéinurie qui est stable dans les bilans entre 0,5 et 1,2 g par 24 heures. Plus la grossesse avance, à partir du début du 3e trimestre, on fait le suivi en hôpital de jour où elle rencontre l'obstétricien, le diabétologue, les diététiciens. Il y a la prise de sang, l'échographie qui est faite, un cycle tensionnel, le monitoring et également de l'éducation thérapeutique qui est bien en place dans notre hôpital, que ce soit diabéto et l'éducation pédagogique sur le risque vasculaire placentaire. À 26 semaines, le bilan, tout le reste est stable et on a un ratio SFL1 sur PLGF à 1,5. Donc négatif, une croissance qui est au 40e percentile. Bon, tout va bien, on est rassuré, on se demande quand est-ce qu'elle va faire sa complication vasculaire placentaire, mais on est plutôt rassuré. À 32 semaines, là on a une majoration de ces chiffres tensionnels qui nécessite d'augmenter son traitement. On est toujours sur une monothérapie, mais on doit mettre des comprimés supplémentaires. On a une majoration de sa protéinurie ce jour-là, à 1,8 g par 24 heures, une augmentation des LDH et de l'acide urique. L'hémoglobine et les plaquettes sont bonnes. La croissance semble changer de couloir de croissance. Là, clairement, sans le ratio, nous, ces patientes-là, c'était sûr et certain qu'on l'hospitalisait pour suspicion de prééclampsie surajoutée. Là, on a la chance de bénéficier du ratio qui revient à 8. Ratio négatif, inférieur à 38. On se dit c'est plutôt rassurant, vu que nous, une fois qu'elles mettent un pied à l'hôpital, on a du mal à les libérer, donc on se dit c'est bien. Mise en place de l'hospitalisation à domicile, on la suit de plus près, on sent qu'il est en train de se passer quelque chose, mais on ne l'hospitalise pas, elle est suivie en ambulatoire avec des bilans hebdomadaires, un monitoring régulier, échographie aux 15 jours. Ça évolue, à 36 semaines, on a une majoration du traitement antihypertenseur, pareil, mais contrôlé par monothérapie. Tout le reste du bilan reste stable, la protéinurie qui s'est un petit peu altérée à nouveau, et sa créatininémie qui reste normale, donc la fonction rénale reste normale, et la croissance qui se maintient. On a un ratio qui reste négatif, y compris à 36 semaines d'aménorrhée. Donc on pose l'indication, en accord avec la patiente qui voulait essayer d'aller le plus loin possible, d'un déclenchement à 38 semaines. On a peut-être tiré un peu pour quelqu'un qui avait une néphropathie, mais on avait décidé ça conjointement avec elle, avec la même surveillance ambulatoire qui était quand même assez intensive, avec les sages-femmes qui passaient 3 fois par semaine, plus l'hospitalisation de jour hebdomadaire. Et l'issue était favorable, pas de prééclampsie, un poids de naissance normal pour 38 semaines, et à l'anapathe placentaire, pas d'ischémie, voire même plutôt un gros placenta avec des lésions de choriangiose. Okay. Donc là, c'est un exemple où ça nous a été particulièrement utile. On a une patiente qui a haut risque vasculaire placentaire, on a l'impression à 32 semaines qu'elle débute quelque chose, et en fait, c'est qu'elle altérait sa néphropathie qui était connue, elle majorait sa protéinurie, elle majorait ses chiffres tensionnels, mais pas de complications vasculaires placentaires. Ça nous a permis d'éviter une hospitalisation et voire même de faire naître le bébé beaucoup plus tôt, parce que si on avait posé le diagnostic de prééclampsie, on aurait fait naître ce bébé bien plus tôt. Le deuxième cas, un peu plus rapide, elle a 34 ans, c'est également une première grossesse évolutive suite à une interruption volontaire de grossesse, et elle a une insuffisance rénale chronique sur une polykystose rénale, avec un débit de filtration glomérulaire avant la grossesse à 45, donc elle est au stade 3, entre 3A et 3B, et une HTA chronique traitée. Donc là, on le sait, une protéinurie de base qui est tout juste au seuil de positivité. Elle était suivie en maternité de type 2.
Et on est appelé pour une demande de transfert in utero à 28 semaines pour majoration de son HTA découverte en consultation. Au bilan, on trouve une majoration de son insuffisance rénale, une protéinurie qui reste à 0,3 g par 24 heures, des plaquettes stables, hémoglobine stable, le reste du bilan. Ça se termine. Ok. À l'examen clinique, des œdèmes, une prise de poids de 2 kg dans la semaine. Donc là aussi, on sent qu'il est en train de se passer quelque chose. Le transfert est accepté pour éliminer une prééclampsie surajoutée et la surveiller. Le bilan chez nous confirme exactement les mêmes choses avec une créatininémie à 100 et un ratio qui rentre dans les seuils de la présentation de Chloé, proche de 600. On l'a hospitalisé, fait la corticothérapie anténatale. On doit mettre en place une bithérapie antihypertensive. On la suit proche. En gros, le bilan le lendemain est plutôt stable et le surlendemain, elle fait de fortes douleurs abdominales avec des tensions qui étaient non contrôlées, césarienne en urgence sous anesthésie générale, et c'était un HRP, un poids de naissance inférieur au 3e percentile, une CIVD biologique, une insuffisance rénale aiguë majeure surajoutée au moment de la césarienne, et à 6 mois, elle a changé de stade de sa maladie rénale chronique parce qu'elle conserve un débit de filtration glomérulaire à 30, avec une évolution favorable, heureusement, pour le nouveau-né. Mais là, à nouveau, les biomarqueurs qui étaient très corrélés, malheureusement, à l'issue. Donc, la maladie rénale chronique, ce sont des grossesses à risque élevé. Il est important d'améliorer l'identification précoce des femmes à risque. Les diagnostics différentiels sont difficiles entre prééclampsie surajoutée et altération de la maladie rénale chronique. Donc, l'apport des biomarqueurs permet d'aider au pronostic à court terme et surtout aider au diagnostic. Il y a une nécessité d'études complémentaires dans cette population. Les seuils de biomarqueurs, surtout pour le diagnostic, sont probablement un petit peu différents dans cette population. Les effets de l'aspirine, ce n'est pas du tout le topo, mais ce n'est pas prouvé dans cette population. Et on va essayer d'y répondre dans le groupe des RPC en 2023. Je vous remercie. Merci beaucoup. Je suis désolé, comme on a pris du retard, on ne va pas faire de questions tout de suite. On essaiera de les faire à la fin si on a un petit peu de temps. Et on passe tout de suite la parole à Jeanne Sibiud, qui est Louis Maurier, qui va nous parler de la prise en charge des RCU et PAG, voir s'il y a un intérêt à regarder ces ratios. À toi. Merci beaucoup Olivier et merci à Roche et aux organisateurs de me permettre de vous faire cette présentation. Donc on a déjà abordé tout à l'heure la question du retard de croissance qui nous intéresse beaucoup pour ces marqueurs. Donc juste un petit rappel pour vous dire que quand même aujourd'hui les sociétés savantes qui se sont positionnées pour certaines d'entre elles sur l'utilisation des marqueurs dans la pré-éclampsie, aucune ne recommande l'utilisation des marqueurs pour le retard de croissance isolé. Alors évidemment, je vais à chaque fois vous parler plutôt du retard de croissance sans prééclampsie associée. Il y a quand même l'ISUOG qui parle des marqueurs et qui dit que certaines littératures peuvent suggérer que ces marqueurs pourraient être utilisés en cas de retard de croissance, mais que pour le moment, il n'y a pas d'essai interventionnel sur l'étude de ces marqueurs qui ait des données suffisamment probantes. Parce que, vous avez bien compris, on se dit quand même la dysfonction placentaire, le retard de croissance, il doit bien y avoir un moyen d'utiliser ces marqueurs pour nous aider parce qu'on a besoin d'aide dans la prise en charge des retards de croissance. Et donc ces marqueurs pourraient être utiles à 3 niveaux différents. Et donc je vais vous parler ensuite, mais du coup rapidement, des 3 différents niveaux où ils pourraient être utilisés. Dans l'identification et le dépistage des retards de croissance ou des PAG, pour déterminer, et tout à l'heure on en disait un mot, l'étiologie du retard de croissance, vasculaire versus non vasculaire versus constitutionnel, fœtus constitutionnellement petit, ça on en a pas mal parlé ce matin au RPC, et aussi pour le pronostic et la prise en charge, vraiment une fois que le diagnostic est là, des retards de croissance vasculaire pour le coup, comment adapter la surveillance, est-ce qu'il faut décider de l'accouchement, et ça Chloé nous en a déjà un petit peu parlé tout à l'heure. Donc l'identification, le dépistage des retards de croissance, la problématique c'est que ce dépistage est insuffisant en France. Ça c'est des données un peu anciennes, mais en France ça repose sur la clinique, l'échographie, ce sont les RPC de 2013, ça n'a pas changé. Est-ce qu'on pourrait faire mieux avec soit le FLIT1, SFLT1, soit le PLGF? Est-ce qu'ils peuvent nous aider à améliorer ce dépistage? Donc là il y a eu des études de 3 sortes. Je pense que celles qui... On va voir, mais celles qui vont certainement être les plus efficaces, ça va être celles du premier trimestre, même si pour l'instant, ce n'était pas les plus probantes. Ici, je vous montre les résultats d'une étude cas témoin
en screening de toutes les patientes à 8-12 semaines. Et alors, vous voyez, à 8-12 semaines, la courbe ROC pour dépister le petit poids de naissance, c'est que le PLGF, là. C'est ici, c'est pas terrible. C'est un peu meilleur entre 16 et 19 semaines. Et la courbe noire que vous avez entre les deux, c'est l'évolution entre les deux, si on s'intéresse à l'évolution du marqueur entre 8 semaines et 16 semaines. Cette étude a aussi bien démontré qu'il n'y avait pas d'intérêt du SFLT1 au premier trimestre. Ça, c'est parce que son profil d'évolution au cours de la grossesse fait que de toute façon, il n'est pas modifié au premier trimestre. Et le taux de détection des PAG était de 52% si on utilisait la valeur du PLGF entre 16 et 19 semaines. Quand on regarde ce qu'on fait un peu plus tard, alors évidemment, quand on est plus tard et qu'en plus on s'associe avec des biométries du troisième trimestre, ce qui sont les deux études suivantes que je vais vous présenter là, on est meilleur, encore heureux. Mais ici, vous avez les courbes ROC, donc ici sur la droite, c'est pour prédire le petit poids de naissance. Quand on utilise seulement les facteurs de risque maternel, on n'est pas bon. Si on utilise les biométries entre 30 et 34 semaines, c'est ce qu'on fait en France, enfin c'est plutôt 32-34, mais biométrie du troisième trimestre de l'écho T3, on est meilleur. Et là, l'avantage du PLGF est très modeste, parce que vous voyez, c'est la différence entre les deux courbes que vous voyez là. Donc il est quand même assez modeste. Et en fait, le seul cas où on voit un vrai intérêt, enfin en tout cas une différence un peu plus significative du PLGF par rapport aux biométries seules, c'est si on s'intéresse au PAG et à l'accouchement prématuré. Donc en fait, au fait qu'il se passe quelque chose au cours de la grossesse qui fait que finalement cet enfant va naître plus tôt, peut-être la survenue d'une prééclampsie, peut-être les anomalies du rythme. En tout cas, quelque chose de pathologique et pas seulement comme issue le poids de naissance, ce qui est sur la figure de droite. Si on va encore un peu plus tard, et qu'on fait des échographies aux femmes entre 35 et 37 semaines, c'est la courbe bleue pour prédire le petit poids de naissance. Vous voyez là l'adjonction du PLGF en plus de l'échographie en 35-37 semaines. C'est pareil, elle est pas, l'intérêt ne semble pas être majeur dans ce genre de situation. Je vous parlais tout à l'heure du premier trimestre, parce que vous savez qu'il y a un PHRC coordonné par le professeur Tsatsaris qui va commencer, qui s'appelle RANSPR, qui va comparer le dépistage par le PLGF de la prééclampsie au premier trimestre versus pas. Et donc on va pouvoir aussi, à partir des données de cette étude, évidemment conclure si ce dépistage est là dans un essai randomisé en aveugle, si ce dépistage permet d'améliorer la détection des petits poids pour la gestationnelle ou des petits poids pour la gestationnelle associés à une morbidité. Donc c'est ça qui est intéressant. Pour l'instant, sur le dépistage des retards de croissance, il n'y a pas eu beaucoup de nouveautés depuis 2020 où j'avais déjà fait une présentation. Pas d'intérêt du FLT1. Pour l'instant, par rapport aux biométries quand on est au troisième trimestre, une amélioration assez faible. Peut-être à combiner avec la PAPA, donc ça c'est le dépistage du premier trimestre. Peut-être à combiner avec l'AFP, mais qui n'est plus fait pour le dépistage de la trisomie 21, donc ça multiplierait les examens. Quand on se pose cette question, il faut considérer quand même que notre objectif, en tout cas quand on est obstétricien, c'est pas uniquement de dépister le petit poids pour la gestationnelle, mais c'est aussi de dépister d'autres pathologies avec une possible morbidité néonatale. Il faut quand même aussi considérer le taux de faux positifs. Plus on souhaite améliorer notre sensibilité, plus on va avoir de faux positifs. Et puis il faut prendre en compte le coût du dépistage, bien sûr. Donc ça, c'était pour la partie dépistage, comment mieux les identifier. Ensuite, pour le diagnostic étiologique des retards de croissance et des petits poids pour la gestationnelle, là, la problématique est un peu différente. On voudrait différencier les fœtus constitutionnellement petits des retards de croissance vasculaire ou des retards de croissance non vasculaire avec d'autres pathologies, et notamment cariotypiques. Et dans le bilan étiologique, on est toujours sur les recommandations pour un prélèvement invasif amniosynthèse versus contre un prélèvement invasif. Et la question qui se pose, c'est, on en parlait à l'instant, est-ce que le ratio ou le PLGF seul pourrait être un élément supplémentaire qui serait plutôt en défaveur d'aller proposer une amniosynthèse aux patientes s'il était très pathologique et donc en faveur de quelque chose de vasculaire. Donc il y avait déjà cette étude en 2016 par Benton qui montrait que pour pouvoir, dans une cohorte de femmes avec une suspicion de PAG inférieure au 10e percentile entre 20 semaines et 41 semaines et qui avait eu un prélèvement sanguin dans les 14 jours qui suivaient l'échographie, si on voulait prédire le fait que les placentas étaient pathologiques, eh bien, le PLGF inférieur au 5e percentile était meilleur, vous le voyez ici, que la précocité du retard de croissance, qui est la courbe bleue, que le Doppler ombilical, qui est la courbe verte, ou que la valeur du périmètre abdominal, qui est la courbe violette. Je vous passe le tableau qui est en bas parce qu'on est un peu pressé.
mais il n'y avait pas d'étude des Doppler utérins. Or, en France, classiquement, on considère que quand il n'y a pas de prééclampsie associée, hein, quand il n'y a pas de choses maternelles, les Doppler utérins sont un des meilleurs prédicteurs du caractère vasculaire ou pas du retard de croissance. Donc là, il y a 2 études qui se sont intéressées plus au placenta et qui ont été faites au Canada, dont une à laquelle a participé Dr Garby qui a fait la présentation à l'instant, qui incluait des patientes avec et sans prééclampsie et qui ensuite faisait une analyse placentaire pour toutes les patientes qui avaient été incluses et qui avaient eu donc un dosage du PLGF. Et donc vous voyez, c'est que le PLGF là et c'est en môme. Et on voit, quand on regarde ici, que les patientes qui n'avaient pas de prééclampsie et qui n'avaient pas de problème placentaire, parce que les placentas ont été analysés selon les critères d'Amsterdam pour la malperfusion vasculaire maternelle, eh bien, il y a une vraie différence de niveau de PLGF selon l'état placentaire, même à clinique égale. Donc ici, pas de prééclampsie et pas de problème placentaire. Ici, pas de prééclampsie, mais il y avait une malperfusion vasculaire maternelle et il y a une différence significative. Et de la même manière, chez 2 patientes prééclamptiques, eh bien, le PLGF permettait aussi de discriminer celles qui avaient une malperfusion vasculaire maternelle selon les critères d'Amsterdam. Et donc la dernière étude qui s'est intéressée à ça, c'est aussi une étude unicentrique rétrospective au Canada. Et là, ils ont fait quelque chose de assez proche de ce que je vais vous montrer après que nous, on a fait. C'est une étude, sauf que c'est rétrospectif, de 130 petits poids pour la gestationnelle vue en anténatale. Et là, ils ont pu voir qu'il y avait une association du PLGF avec d'autres caractéristiques échographiques de sévérité du retard de croissance. Mais en revanche, ils n'ont pas trouvé d'association avec les artères utérines pour lesquelles ils avaient mesuré l'indice de pulsatilité. Ils n'ont pas fait de comparaison donc de la valeur pour prédire le caractère vasculaire entre le PLGF et les artères utérines, mais ils ont montré que la courbe ROC pour déterminer s'il y avait une malperfusion vasculaire maternelle du PLGF fait au moment de la grossesse était plutôt bonne, avec une assez bonne sensibilité et spécificité autour de 75% et 77%. Voilà. Nous, on a fait une étude tricentrique, mais dont on n'a pas encore les résultats, que j'espère vous présenter l'année prochaine peut-être, où on a inclus 160 patientes prospectivement et qui avaient eu un PLGF et un SFLT1, le ratio complet, fait au moment du diagnostic du petit poids pour la gestationnelle, ce qui n'est pas le cas de l'étude que je viens de vous montrer, où il avait parfois été fait avant ou après. Et l'objectif principal, c'est justement de déterminer les performances du ratio et puis de chaque marqueur isolément pour le diagnostic étiologique vasculaire versus non vasculaire, avec un envoi systématique du placenta en anatomopathologie de toutes les patientes incluses. Et c'est cette étude Angiopag. On vient de finir les inclusions avec 158 patientes. Et l'autre originalité, c'est que pour toutes les patientes, sauf celles qui ont accouché dans l'intervalle, eh bien, on a l'évolution du ratio entre l'inclusion et quand elles sont revues pour l'échographie de croissance à 15-21 jours après. Et enfin, le dernier point que j'aborde, c'est comment utiliser, et ça rejoint plus ce qu'ont présenté mes collègues juste avant, hein, comment utiliser dans le pronostic des retards de croissance et la discussion qu'on a eue tout à l'heure, les marqueurs comme un élément qui serait à prendre en charge soit pour déterminer quel type de surveillance on met en place, soit pour déterminer l'extraction. Et donc là, il y a eu plusieurs cohortes. Donc ça, c'est Gacholi que vous a présenté déjà tout à l'heure Chloé. Une cohorte prospective qui considérait que le test était positif s'il y avait une EPF inférieure au 10e et un FLT1 supérieur au 85e percentile. Et la valeur prédictive pour l'accouchement d'un enfant dans ce cas-là, avant 37 semaines, était de 21%. Vous voyez la différence entre ceux qui sont screenés positifs et screenés négatifs. On retrouve la même chose à 37 semaines, donc je vais passer assez rapidement là-dessus. Et ça permettait aussi l'utilisation du dosage dans cette cohorte de plus de 20 000 femmes de prédire des issues défavorables entre 15 et 20% des cas pour des taux de faux positifs autour de 15%. Donc on revient sur ce que je vous disais tout à l'heure, il faut qu'on décide un petit peu quels taux de faux positifs sont acceptables parce qu'il y a forcément une certaine iatrogénie. Les auteurs concluaient quand même que l'intérêt était plutôt modeste de faire ça en systématique, mais il avait fait en systématique et c'était assez tardivement, 35-37 semaines. Or on sait que ce n'est pas forcément le meilleur moment pour pouvoir déterminer ça.
dans les ratios élevés. Et donc ça, c'est des études plus récentes. En cas de ratio supérieur à 655, donc là, c'est que des ratios supérieurs à 655. Tous les fœtus étaient RCU dans cette étude-là de Vivalin qui est ici. Certains n'avaient pas de prééclampsie associée, étaient donc des RCU isolés. Vous avez ici 52 fœtus qui ont uniquement un retard de croissance et un ratio supérieur à 655. Et j'attire quand même votre attention sur le fait que chez ces fœtus, eh bien, il y avait 19% de mort fœtale in utero, 10% de mortalité néonatale, ce qui nous amène à 30% quasiment de mortalité périnatale. Donc c'est quand même un groupe à très haut risque. La médiane de durée jusqu'à l'accouchement était de 4 à 7 jours. Et c'est quelque chose qui a été mis en évidence pour d'autres études aussi, d'autres études plus récentes, mais sur des plus petites cohortes et parfois sur des ratios moins élevés. Et c'est là-dessus qu'on peut se dire que les ratios élevés, on a beaucoup parlé tout à l'heure de la valeur prédictive négative. Et moi, à l'inverse de ce qui se passe à Toulouse, par exemple, où ils gardent les patientes jusqu'à la fin, nous, on a tendance à Colombes à faire sortir les patientes très très vite en HAD, sur les retards de croissance, même sur des diastoles nulles, à partir du moment où il y a une stabilité. Or, justement, on trouve que le ratio dans ces cas-là nous aide à éviter des sorties en HAD trop précoces des patientes qui ont des ratios élevés, parce que, comme on vous l'a très bien démontré tout à l'heure, Chloé, on voit que la médiane d'accouchement est dans les 4 jours, et on comprend que là, il n'y a pas vraiment d'intérêt et au contraire un risque à faire sortir les patientes. Et donc, pour sortir un peu des études et vous parler de notre expérience personnelle, moi, je trouve qu'il y a aussi un intérêt de ce côté-là, même si on le fait aussi pas en systématique, mais de manière un peu souple, selon la gravité du retard de croissance et selon si on envisage de les faire sortir ou pas. Donc, en conclusion de ma présentation, pour le dépistage des retards de croissance, les résultats sont peu concluants en deuxième partie de grossesse, mais peut-être qu'au premier trimestre, ça va aider. Je pense qu'on va le savoir plutôt grâce à des essais randomisés comme RANS. Plutôt, c'est uniquement le PLGF, là, et c'est pas le ratio, et en population peut-être plus sélectionnée. Pour le diagnostic étiologique des retards de croissance, il semble quand même, franchement, qu'on puisse dire aujourd'hui que le PLGF semble corrélé aux lésions placentaires, mais on ne sait pas la sensibilité exacte et on n'a pas de seuil pour dire aux patientes, écoutez, avec ce PLGF, ce n'est pas la peine, par exemple, de faire une amniosynthèse, où on est sûr que c'est constitutionnel. Pour l'instant, on n'en est pas encore tout à fait là. J'espère que Angiopag pourra nous répondre un petit peu. Et pour ce qui est du pronostic, eh bien, comme on a dit tout à l'heure, il y a quand même un rôle probable à trouver pour les formes sévères et précoces dans la prise en charge, sans que ce soit un critère d'extraction. Ça, je pense qu'on n'en arrivera pas là, mais plus pour adapter la surveillance dans les différents centres en fonction de ce que font cliniquement les centres. Et moi, je pense qu'il y a peut-être la place pour un essai randomisé aussi là-dessus. Voilà, je vous remercie.